Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'infos avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, c'est 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous le savez maintenant, le JT des territoires dans un instant, suivi du club de la presse, puis la météo, puis l'invité politique de Territoire d'Info. À 8h aujourd'hui, c'est Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est sur notre plateau. Tout de suite, je vous retrouve pour le JT des territoires dans un instant. Le Sénat veut lutter contre l'installation illégale des gens du voyage. Deux propositions de loi seront examinées aujourd'hui en séance. Objectif, renforcer les sanctions et créer un délit de fraude d'habitude. Un durcissement qui inquiète les associations. Explication avec ce reportage de Fabien Recker de Public Sénat. Il s'est rendu à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Depuis 2 ans, près de 200 caravanes stationnent sur ce terrain, de chaque côté de la D190. Christophe Delrieux, maire sans étiquette de la ville, connaît bien les lieux. Donc ils se branchent sauvagement à l'électricité. Là, ils sont connectés de manière illégale sur une entreprise qui se trouve juste de l'autre côté de la route. Donc chaque fois, nous, on vient déconnecter cette connexion électrique avec les services de la ville de Carrières ainsi que la police municipale. Et chaque fois, ils viennent se reconnecter eux-mêmes. Donc c'est un petit jeu comme ça qui dure assez longtemps. Ces branchements sauvages entraînent des risques de sécurité et des procédures à répétition de la part des riverains. Donc on retrouve la même problématique que pour l'électricité avec l'eau, où on a des connexions sauvages qui se font soit sur des bornes d'incendie, soit sur des éléments hydrauliques et hydrants qui se trouvent dans l'espace, mais en tout cas qui ne sont pas faits pour ça et qui sont surtout privés. Des désagréments qui agacent cet élu, car il estime que les communes font déjà beaucoup d'efforts à destination des gens du voyage. Quand je vais moi-même voyager ici ou là, quand l'hôtel est occupé, je ne me mets pas dans le hall ni sur le parking. Voilà, c'est une attitude qui déjà devrait être celle de tous les gens du voyage. Quand on a accueilli déjà un premier groupe et on s'efforce de l'accueillir au mieux en prévoyant la scolarisation des enfants, en prévoyant les connexions entre l'eau et l'électricité, en voyant avec eux toutes ces conditions d'accueil, eh bien on se retrouve encore aujourd'hui à avoir des occupations illégales sur ce même territoire communal alors qu'on a fait des efforts pour accueillir un premier groupe. Une partie des voyageurs est de passage. Réunis à Carrières le temps d'une fête religieuse, ils n'ont pas encore repris la route. Mais de nombreuses familles sont sédentarisées dans les Yvelines. C'est le cas de Mimi, qui est arrivée sur ce terrain il y a 2 ans avec les autres familles. Moi, mes enfants, déjà, ils sont scolarisés ici, sur Carrières-sous-Poissy. Et j'ai un enfant qui est handicapé sur Versailles. Et je n'ai pas le choix de rester dans 78. Donc il nous faut une place. Si la commune de Carrières propose une aire d'accueil, celle-ci n'est pas assez grande, disent les gens du voyage. Des familles qui déplorent leurs conditions de vie sur ce terrain qu'elles n'ont pas choisies. On n'a pas de toilette, on n'a pas de douche, on n'a rien. Regardez, on vit dans la boue, il n'y a pas d'emplacement, il n'y a rien. On n'a pas le choix, quoi. À part ici, vous voulez partout qu'on va les rejeter. La communauté urbaine prévoit l'aménagement d'une aire de grand passage, mais celle-ci n'en est qu'au stade de projet. Les familles sédentaires, quant à elles, espèrent pouvoir acquérir un terrain pour s'y installer durablement avec leur caravane. La colère des viticulteurs gardois face à la sécheresse maintenant. C'est une sécheresse historique dans le Gard. Les premiers touchés, les agriculteurs. Olivier Roux, viticulteur lui-même, possède 35 hectares de vignes dans les Cévennes et sa production a baissé de 25% cette année. Cette semaine, le député Olivier Gaillard avait déjà interpellé le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pour l'alerter de la situation. Seule mesure de l'État à ce jour, la préfecture du Gard a prolongé l'interdiction d'utiliser le feu près des bois jusqu'au 30 novembre. Julie Darlingue pour TV Sud. C'est une sécheresse historique dans le Gard. Les premiers touchés, les agriculteurs. Ce viticulteur possède 35 hectares de vignes dans les Cévennes. Sa production a baissé de 25% cette année. Tout est bloqué, tout est sec. On ne peut pas bouger les terrains, on ne peut pas préparer les futures plantations. Donc oui,
C'est une sécheresse pour moi historique. Ce vigneron, totalement dépendant de la pluie pour arroser, souhaiterait mettre en place un système d'irrigation naturelle via le Rhône. Il s'est rendu à la réunion organisée par un député à Cardet, dans le Gard. Ce qu'il en ressort, c'est l'urgence à réagir. Je crois que l'aménagement et le maillage de ce territoire en termes d'irrigation, il doit se faire sur plusieurs orientations techniques. Cette semaine, ce député avait déjà interpellé le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pour l'alerter de la situation. Seule mesure de l'État à ce jour, la préfecture du Gard a prolongé l'interdiction d'utiliser le feu près des bois jusqu'au 30 novembre. Autre situation pour la même profession, la vigne de retour en Bretagne. Depuis le 1er janvier 2016, la vigne peut être implantée sur de nouveaux territoires bretons. Une aubaine pour les vignerons bretons. Reportage lors de la réunion annuelle des vignerons de Bretagne à Quimper. Et c'est Camille Pochet pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, qui s'y est rendue. Le vin breton pourrait bientôt couler à flot. Si pendant des années, la production viticole était interdite dans certains départements, comme le Finistère ou les Côtes-d'Armor, depuis le 1er janvier 2016, c'est fini. L'Europe a libéré le marché. Tous les départements français peuvent donc désormais produire leur propre vin. Les vignerons bretons, jusqu'alors cantonnés à des productions en très faible quantité, pourraient bientôt voir des vignobles pousser en terre bretonne. On n'est pas un terrain vinicole, ça ne viendra pas tout seul. Mais ça serait dommage que la Bretagne ne prenne pas de ce train, puisqu'en fin de compte, on s'en rend compte que des gens d'ailleurs, Bordeaux pour ne pas le citer, sont intéressés par les terrains qui seraient à vendre ici. Ça veut dire qu'il y a un potentiel et il nous faut saisir tout de suite l'opportunité. À Quimper, les pieds de vigne poussent sous l'œil attentif des bénévoles de l'association des coteaux du Braden. Ces vignerons amateurs restent modestes dans leur visée. Par contre, ils aident les jeunes vignerons de la région à s'installer et leur font profiter de leur expérience. Beaucoup de jeunes viennent nous voir parce que nous sommes un peu précurseurs de ça. On a Tréfiagat, on a l'île de Groix, on a l'île d'Ars qui va planter aussi. On a à Argol, il y a un vignoble qui vient de s'installer. Les projets d'installation vont bon train. Le secret, adapter les pieds de vigne que l'on plante au terrain et au climat breton. Plantés en 2016, dès l'autorisation européenne obtenue, les pieds de vigne commenceront à donner des bouteilles à l'horizon 2019. Un peu de patience, le vin breton est de retour. Direction les Bouches-du-Rhône maintenant. Quel avenir pour la Villa Méditerranée de Marseille? Érigée par la volonté de Michel Vauzel, l'ancien président de la région PACA, le bâtiment n'a jamais trouvé sa place à Marseille. Renaud Muselier, nouveau patron de la région, entend endiguer l'hémorragie financière nécessaire au fonctionnement du bâtiment. C'est Florence Giroux pour Provence Azur TV qui s'est rendue à la Villa Méditerranée. À l'entrée du Vieux-Port de Marseille, face au Mucem, le bâtiment semble avoir trouvé sa place. Pourtant, érigé en 2013 sous l'impulsion de Michel Vauzel, alors président du Conseil régional, la Villa Méditerranée s'apparente aujourd'hui à une coquille vide qui coûte cher aux contribuables. Sur le sujet, les Marseillais sont partagés. Ça rajoute un endroit où il y a des expos, je crois qu'il y a une grande salle de réunion avec un amphithéâtre. C'est joli de l'extérieur, voilà. Ça sert, je sais pas. Alors franchement, je sais pas du tout, je suis jamais allé. Mais c'est surprenant comme architecture. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cet espace-là qui donne vue sur la mer et qui permet à des visiteurs marseillais d'ailleurs de découvrir aussi la culture de Provence et voilà, du sud et du bassin méditerranéen. Ça sert à rien, c'est tout. Je suis marseillais. Alors, au lieu d'avoir fait la Villa Méditerranée, il valait mieux qu'ils fassent un casino. L'actuel président de la région PACA, lui, n'en a jamais voulu et souhaite aujourd'hui donner enfin un sens à ce bâtiment. La Villa Méditerranée part pour 20 millions d'euros de construction, on est à 75. Part pour un autofinancement en termes de fonctionnement, on est à 5 millions par an. Et elle n'a jamais réussi à trouver son sens. Donc on va la fermer de façon à diminuer cette gabegie financière. On l'entretiendra. On la réouvrira pour des manifestations d'importance, de façon à ce que ça ne soit pas un outil mort en centre-ville de Marseille, mais que ça soit un outil utile, mais pas gabegie financière. Et parallèlement à ça, on a passé une évolution pour transformer cette Villa Méditerranée en grotte Cosquer. On atteint entre 300 et 500 000 visiteurs par an, mais pour mettre en place la grotte Cosquer, il faut 2 ans. Donc on a 2 ans de difficultés devant nous.
La fermeture de la Villa Méditerranée est prévue pour la fin de l'année. Elle abritera donc une reproduction quasi totale de la grotte Cosquer, une grotte préhistorique sous-marine située dans le parc national des Calanques à 37 mètres de profondeur. Direction la Lorraine maintenant. Le parc naturel régional a lancé officiellement sa marque Valeurs Parc Naturel Régional. Objectif, promouvoir le travail des hommes et femmes qui font vivre leur territoire à travers leurs entreprises. Pour l'heure, 7 entreprises sont bénéficiaires de la marque sur les filières tourisme, loisirs et artisanat industrie. Un reportage de Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Valeurs Parc Naturel Régional. Voici la nouvelle marque du Parc Naturel Régional de Lorraine. Et le restaurant Le Bambou, installé à Bonzé dans la Meuse, est le premier établissement de restauration à en bénéficier. Inscrit dans son territoire, en lien avec les producteurs locaux, Le Bambou remplit tout naturellement les critères d'attribution. C'est une fierté et puis je pense que c'est une reconnaissance aussi parce que ça fait des années qu'on travaille dans le même sens que le parc en fait. Faire connaître la région, faire goûter les produits locaux et puis avec un accueil plutôt familial. Faire la promotion de son territoire, c'est bien là l'objectif de cette démarche marketing. Pour autant, cette marque Valeurs Parc Naturel Régional existe depuis une vingtaine d'années au niveau national. 40 des 51 parcs l'ont déjà adoptée. C'est pas parce qu'on est dans les derniers parcs à signer qu'on sera le plus mauvais, loin de là. C'est une nouveauté pour nous sur le diplôme, sur la remise, sur la concrétisation écrite, mais ça fait déjà quelques années que le réseau existe. Mais il était important pour nous de le concrétiser parce que les étrangers, les extérieurs qui viennent sur notre territoire cherchent surtout des marques valeurs. Pour l'heure, 7 entreprises sont bénéficiaires de la marque. 5 issues de la filière tourisme et loisirs, hébergement, gîtes, cabanes, et 2 de la filière artisanat et industrie, une chèvrerie et une savonnerie. Ils ont sélectionné ma façon de travailler, mon éthique. Ça représente pour moi une aide pour me développer localement. Chose que je ne faisais pas. Je travaillais beaucoup à Paris, salon parisien bio, de Lyon, enfin en national, voilà, mais pas localement. Nous, ça nous fait travailler sur des chartes et puis c'est une reconnaissance aussi d'un effort, d'une démarche. Voilà, que ça soit pour Ecogite par exemple ou pour la marque Parc, effectivement. Ouais. Une reconnaissance d'une démarche qui nous tient à cœur et puis qui nous fait évoluer. Voilà, qui nous tire vers le haut. Les audits vont se poursuivre. Le parc naturel régional de Lorraine va à l'avenir déployer la marque sur les activités de pleine nature, l'artisanat d'art et des produits agricoles et agroalimentaires. On part pour l'Hérault où les abeilles quittent la campagne pour la ville. 14 milliards d'abeilles ont été tuées en France depuis 10 ans. Une surmortalité accrue l'hiver dernier qui inquiète les apiculteurs de l'Hérault. Paradoxalement, ça se passe mieux en ville que dans le monde rural où les insectes subissent les pesticides qui les désorientent et causent leur mort. Focus sur une nouvelle initiative de ruches urbaines qui a été lancée par l'agglomération de Béziers-Méditerranée en partenariat avec l'Union nationale de l'apiculture française et un apiculteur bénévole bien sûr très sensible à la question de la protection des abeilles. Jérémy Cazot pour TV Sud. Elle se gorge de miel comme s'il y avait un incendie dans la ruche, de façon à pouvoir partir avec des réserves si c'est nécessaire. Dans ces ruches se cachent plus de 200 000 abeilles endormies. Elles s'apprêtent à faire un grand voyage. Cet apiculteur qui a choisi de les transporter aux premières lueurs du jour, avant leur réveil, a un objectif bien précis, leur faire quitter la campagne pour la ville de Béziers où elles seront installées. Bon allez, c'est parti, on vient de récupérer donc les ruches à l'étang de Capestan et on va aller les poser à la médiathèque de Béziers. Des abeilles dans une médiathèque, qui l'aurait cru ? Pourtant, ces insectes se portent mieux en ville qu'à la campagne, où ils meurent du contact avec les pesticides. Du côté des professionnels, le constat est très amer. On a 30% de mortalité par an, ce qui est très important, et ça ne baisse pas, quoi, hein. C'est plutôt le contraire. Effectivement, les pesticides, c'est la grande cause de mortalité. En ville, il y a de l'eau, on a des pollens divers. Un cri d'alarme partagé par les services de l'agglomération de Béziers, à l'origine de l'initiative, qui voit aussi l'occasion de faire de la pédagogie. C'est l'intérêt de parler de développement durable, d'élargir le débat au-delà de la simple abeille, de parler de l'eau, de parler du climat. Il y a eu un panneau qui explique que
L'abeille, l'insecte, à quoi servent les antennes, à quoi servent les paires de pattes. L'avis de la ruche en disant que on peut trouver jusqu'à 50 000 abeilles dans une ruche. Donc là, on aura 200 000 abeilles dans ce rucher, au maximum. Aujourd'hui en France, on chiffre à 14 milliards le nombre d'abeilles tuées depuis 10 ans. Espérons tout de même que l'alternative des ruches urbaines pour les protéger ne soit que provisoire. Voilà, le JT des territoires préparé par Soumaya Benaïssa continue. Dans un instant, c'est le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. À 8h, c'est Territoire d'info. Notre invité politique aujourd'hui, c'est Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle sera en direct sur ce plateau à 8h et ce sera précédé de la météo. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en région ce matin. On démarre avec l'université, avec à la une de Ouest France, comme vous pouvez le voir sur cet écran étudiant. Fini le tirage au sort, on en parlera également avec Jean-Michel Elvig dans un instant dans le club des éditorialistes université. Ni tirage au sort, ni sélection, ça sera le thème de cette discussion avec Jean-Michel Elvig. Le gouvernement a présenté son plan étudiant hier, des doutes subsistent. C'est à la une du Midi Libre. Pour la dépêche du Midi, université, la fin du tirage au sort. Et pour l'Écho républicain, université, pas de sélection, mais 3 petits points. Pour l'Écho de Haute-Vienne, c'est accession à l'université également. La sélection aura lieu. Et puis aussi dans l'actualité de la PQR aujourd'hui, l'assurance chômage avec la nouvelle donne. C'est le titre du Télégramme, faire économiser 2 milliards d'euros à la collectivité d'ici à la fin 2020. C'est l'objectif des nouvelles mesures qui entrent en vigueur demain dans l'indemnisation du chômage. Pour la Provence, c'est la sécheresse. On vient d'en parler dans le JT des territoires. Une grosse préoccupation et c'est l'état d'alerte en Provence. On n'avait pas vu ça depuis 60 ans. Sol sec, pluie rare, réserve d'eau épuisée chez les agriculteurs, les forestiers ou bien en montagne. Eh bien, c'est l'inquiétude dans toute la région. Pour le Républicain Lorrain, c'est un titre sur l'aurore et le choc dans cette région que constitue ce matin cette joggeuse disparue et ce corps brûlé découvert. Une autopsie est prévue jeudi, vous le savez. Un corps brûlé a été découvert hier dans un bois isolé à plusieurs kilomètres du lieu de la disparition d'Alexia Daval, 29 ans, au cours de son jogging samedi à Gré en Haute-Savoie. Seule l'autopsie prévue jeudi permettra son identification. C'est une de la Nouvelle République sur la filière russe qui embarrasse Trump, une sur les États-Unis d'Amérique, à la une de la Nouvelle République aujourd'hui, édition du Loir-et-Cher. Et puis dans Sud-Ouest, c'est les cabines téléphoniques qui sont aux oubliettes. Elles restent utiles dans les zones sans réseau, mais appartiendront bientôt au passé dès 2018. Parmi les 93 des Pyrénées-Atlantiques, certaines auront une nouvelle vie. Ça, c'est pour Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, qui est notre invité dans un instant dans le club des éditorialistes. Pour la presse de la Manche, il n'y a jamais eu autant de jumeaux. Et c'est à Cherbourg, comme dans toutes les maternités de France, que le nombre de naissances gémellières, c'est ce qu'on appelle ça quand on a des jumeaux gémellaires, a explosé ces dernières années. Et pour les parents concernés, l'arrivée simultanée des 2 bébés n'a rien d'une sinécure, à l'image de Kevin et Émilie, un couple de Tourlavillers qui vient d'accueillir dans leur foyer Lisa et Gabriel. Ils sont tous à la une de la presse de la Manche, cette jolie petite famille. Pour la Voix du Nord, c'est Halloween ou la Saint-Nicolas. Vous avez le choix pour faire la fête. C'est aussi à la une de Nice Matin, cette soirée d'enfer. Clowns maléfiques, zombies, fantômes et sorcières sont sur leur 31 pour Halloween. Cette fête qui joue de nos peurs fait toujours de plus en plus de mordus en France. C'est à la une de Nice Matin. Vous pouvez retrouver tous ces articles, bien sûr, ou en achetant les journaux, si vous êtes dans cette zone, ou en regardant les sites internet de la presse quotidienne régionale. C'est important. Voilà, club de la presse ce matin, j'en parlais avec Jean-Michel Elvig. Bonjour Jean-Michel, de la République des Pyrénées, merci d'être là. Et puis Luc Laventure. Bonjour Luc, Outre-mer Première, un site internet et une télévision Outre-mer. Avec vous Luc, on va revenir sur le voyage du président de la République en Guyane et plus généralement sur l'attente qui est grande de nos compatriotes en Outre-mer. Avec vous, Jean-Michel Elvig, on va tout de suite traiter de la fin du tirage au sort à l'université. Les universités pourraient mettre un avis et accepter un élève sous réserve d'une remise à niveau qu'elle mettra en place. Est-ce une sélection qui ne veut pas dire son nom, Jean-Michel Elvig ?
Oui, c'est une disons, une amorce de fin d'hypocrisie. Soi-disant la sélection, qui est un vilain mot tabou, comme d'autres, en réalité, cette sélection, elle se faisait déjà, elle se faisait de la pire des manières, parce que soit c'était sur un coup de dé, et le tirage au sort est quelque chose d'insupportable, mais surtout, elle se faisait d'abord parce que l'un tiers des jeunes sortis du lycée savent même, avant le bac, où ils iront, notamment à travers le développement quasi invraisemblable des prépas. Il y a des prépas pour tout et partout, qui sont, soit dit en passant, l'élève de prépa, il coûte 50% plus cher que l'élève d'université. Après, on s'étonne que les universités ont des problèmes. Mais sélection en amont, de fait, et sélection en aval, d'une certaine façon, puisque à l'université, vous avez 60%, 40-60% d'échecs en première année, sans parler après de l'écrémage ultérieur en master. Donc, ces hypocrisies-là, il est bien que d'ailleurs, ça n'abuse plus personne, sauf certains syndicalistes qui en font profession de la défense, et notamment dans la rue. Mais on voit dans les sondages... un enterrement bienvenu dans votre éditorial. Oui, c'est un enterrement bienvenu. Alors maintenant, le problème, c'est que c'est une double hypocrisie qui est remise en cause, mais il y a une double incertitude après, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire ça. La première incertitude, c'est qu'on dit, à juste titre, que l'orientation devrait se faire en amont, dans les lycées. Oui, d'accord. Enfin, le problème, c'est que sans vouloir critiquer telle ou telle corporation, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de personnel d'orientation qualifié pour l'orientation dans les lycées. La plupart des lycées, pas tous, parce qu'évidemment, on fait une généralité, mais en même temps, il y a des exceptions. Beaucoup de chefs d'établissement, ils ont l'œil rivé sur le résultat du bac. Il faut avoir 100% pour être un bon lycée. Alors, et la certitude aussi, ensuite, à l'université, on dit qu'il faudra faire des remises à niveau pour ceux qui seront malgré tout pris, mais l'université n'est pas très bien armée sur toutes les questions dites de pédagogie. Alors, on a Luc Laventure, spécialiste de l'outre-mer, sur notre plateau. Merci d'être là ce matin. Vous étiez là sur cette chaîne tard hier soir aussi. Absolument. Merci d'être là. Ce matin, à nouveau, Luc Laventure. Dans les départements, territoires d'outre-mer français ou ex, comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans les mêmes ratios qu'ici? Quasiment les mêmes. D'autant qu'on s'aperçoit qu'il y a deux types de populations. Il y a un vieillissement côté Guadeloupe-Martinique. Il y a une jeunesse qui monte très très fortement du côté de la Guyane et du côté de Mayotte. Effectivement, on est très attentif au taux de réussite et le taux de réussite est quasiment le même. Pas trop de disparité alors? Pratiquement pas de disparité. Tant mieux. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, veut un nouveau système global d'admission. Jean-Michel Hedwig, alors note des élèves, motivation, activités extrascolaires, enfin, beaucoup de choses. Est-ce que, au fond, tout cela va constituer un nouveau grand chantier pour Emmanuel Macron, oui. Un nouveau grand chantier de réforme? Alors, le problème, c'est que ça tombe mal. Il se trouve que la réforme, enfin la fin d'APB est liée à un problème conjoncturel de démographie sur lequel je ne vais pas m'étendre. Mais le problème, c'est que le projet du candidat Macron était de refonder l'école à partir de ses bases, le fondement, le primaire, donc la division par 2 des élèves par classe dans le primaire. Le problème, c'est que c'est une bonne idée de commencer par les fondations, mais quand vous avez le toit qui fuit en même temps, vous êtes pris entre aller en bas et en haut. Alors, voilà. Certes, mais je vais regarder un peu ce qui se passe en Europe. En Espagne, donc la note au bac et des épreuves d'accès. En Allemagne, les notes comme critères. Au Royaume-Uni, une sélection assumée. En Belgique, un accès libre sur fond d'échec, d'ailleurs, en première année. En Italie, des tests d'aptitude. Comme en France, oui. Pratiquement le même taux d'échec, d'ailleurs. Donc, les Européens ont fait leur choix. En majorité, il y a de la sélection. Oui, bien sûr. Le problème, c'est qu'en France, il faudra peut-être un jour revenir, mais ça nous entraînerait trop loin sur cette mythologie des 80% d'une classe d'âge accédant au baccalauréat, qui fait partie aussi de ces totems, plus que tabous d'ailleurs, qui ont bloqué finalement toutes les réformes et la capacité qu'on devrait avoir à orienter dès avant le bac
les jeunes dans des filières professionnelles où ils s'épanouiraient, où ils s'enrichiraient à tous égards beaucoup plus qu'en les projetant dans un univers du supérieur qui n'est pas prêt à les accueillir. Merci Jean-Michel Elvig, votre édito dans la République des Pyrénées aujourd'hui sur la sélection à l'université. Luc Laventure, Outre-mer 360, un ancien de France Eau et d'Outre-mer Première sur notre plateau. Merci d'être là. Au terme de sa visite en Guyane, le président de la République a plaidé pour qu'une meilleure relation s'installe entre l'État français et l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Voilà qu'arrive un autre chantier, celui des assises des Outre-mer. Tout à fait. Alors, il y a une petite confusion parce que les assises de l'outre-mer vont dans la foulée de ce que Nicolas Sarkozy avait appelé les États généraux de l'outre-mer. C'était aussi une promesse de campagne, Emmanuel Macron. C'était une promesse de campagne, mais ça a un côté lassant. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un président de la République qui arrive où il y a une poussée de fièvre, on fait des assises, on fait des États généraux. Mais je pense que cela a le mérite de remettre tout cela au cœur de l'actualité. Et c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron, en Guyane, a parlé de choses qui intéressent très fortement les Guyanais, les problèmes d'immigration auxquels ils se trouvent confrontés, les problèmes de sécurité, une insécurité très très forte qui ne touche pas seulement la Guyane, mais qui touche également Mayotte et qui touche également les Antilles. Et effectivement, je crois qu'il a répondu aux besoins de la population et surtout des élus. Est-ce qu'il y a une problématique commune ou des problématiques communes pour les Outre-mer où à chaque territoire, sa spécificité avec ses propres problèmes? Alors, quand Emmanuel Macron dit la chose suivante, il dit qu'il faut revoir les relations entre l'État et les collectivités. Il appelle à ouvrir une nouvelle page même. Oui, mais j'allais dire que c'est presque une lapalissade. Et je trouve très intéressant, malgré tout le respect et le profond respect que j'ai pour les institutions et particulièrement le président de la République, depuis 20 ans, on assiste à quelque chose qui est pour moi très important. On a jusqu'à présent dit que la République était une et indivisible. Elle a montré, cette République, qu'elle est une et indivisible, mais qu'elle sait épouser la complexité. Regardez par exemple l'évolution des statuts à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. On a des exemples complètement différents selon qu'on se trouve dans l'Atlantique, dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Et je trouve ça intéressant. Les relations, en ce moment, se tiennent à Paris, des réunions avec ce qu'on appelle les signataires de l'accord Matignon. Et effectivement, une nouvelle page va s'écrire entre la Nouvelle-Calédonie et l'État français. Et c'est intéressant de voir que, effectivement, la complexité des relations avec la Nouvelle-Calédonie n'empêche pas la République de vivre sa vie de façon pleine et entière. Voilà, on parlera de la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs jeudi sur ce plateau, suite à cette réunion à Matignon. Merci Luc Laventure. Si on veut des précisions, on va sur votre site Outre-mer 360. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Voilà, et de toute façon, vous reviendrez sur ce plateau très bientôt. Avec plaisir. Voilà, le matin d'ailleurs, hein, s'il vous plaît. Merci Jean-Michel Elvig. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de notre invité politique de 8h, qui est Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui sera en direct sur ce plateau dans quelques minutes. Je l'accueille. Mais tout de suite, c'est la météo. Ça va vous faire plaisir, Luc Laventure, avec la météo en France, mais également dans les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.